Quand on vient volontairement aux urgences de l'hôpital psychiatrique, on a un petit gobelet avec un comprimé à prendre. Je me donne du courage et je le prends. Je sais que je vais dormir 4-5 jours et que je ne reverrai pas mon appart avant 1 mois et demi. C'est du courage d'accepter. C'est de l'acceptation pour aller mieux au final. Je sais que je vais mourir en quelque sorte et qu'il m'arrivera des choses dont je n'aurai aucun souvenir. Je suis complètement à leur merci. Je rentre habillée, je sors en pyjama jusqu'au pavillon fermé. Même si jusque-là nous en parlions vite fait ou à demi-mot, je saisis le moment où ma sœur bascule, où son esprit part, où son phrase échange. Ce point de fatigue, de bascule où je sais que ce sera irréversible. Commence une lente agonie, une lente descente aux enfers qui peut durer quelques jours d'une longueur infinie, où on la perd petit à petit, où on sait, et où elle doit être en pleine crise pour que l'hôpital puisse enfin lui ouvrir ses portes et la prenne en charge. Là, j'avoue que, à ce moment-là, c'est le soulagement. Tu as parlé aussi dans ton carnet de quand on signe, comment t'appelles ça, quand on signe un papier? Ouais, alors voilà. C'est-à-dire que quand une personne pète un plomb, qu'est-ce qu'on fait? Pour la protéger, on a la possibilité d'aller voir l'urgence SAU là, de l'hôpital psychiatrique. On demande l'internement. L'internement est accepté en pavillon fermé, dans la mesure où il y a 2 jours, 2 jours pour signer un papier. Et ce papier s'appelait HDT avant, c'est l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Le nom a changé depuis peu, donc je ne peux pas dire le nouveau nom, mais c'est ça. Donc une HDT, une hospitalisation à la demande d'un tiers, c'est ce qu'il fallait signer avant pour le bien de la personne concernée. Voilà. Et tu disais dans ton carnet que c'était pas facile, que tu l'avais fait d'ailleurs toi-même pour quelqu'un, et que finalement tu es pris entre deux eaux quand tu signes quelque chose comme ça, parce que tu sais que c'est pour le bien de la personne, mais à la fois tu as cette espèce de culpabilité. Alors je me mets à la place de la personne qui signe une HDT, parce que c'est pas rien. Une HDT, c'est une hospitalisation d'office. En général, la personne qui signe l'HDT, c'est une personne qui veut le bien de la personne internée. Elle veut ce bien et en même temps, elle sent sa responsabilité. Elle sent tout ça, voilà. Et donc, voilà. Elle sent sa responsabilité. Elle sent le fait aussi que c'est comme si elle allait à l'encontre de son amitié ou de son lien avec cette personne, parce que c'est tellement terrible de mettre quelqu'un d'office en hospitalisation. C'est pas rien. Donc voilà. Oui, je l'ai fait pour un ancien ami qui en avait fortement besoin. Et oui, ça a été pour moi, j'ai refusé d'aller le voir après. On m'appelait, on me disait vous pouvez venir le voir. Et non, je ne pouvais pas, c'est malheureux. C'est malheureux, j'ai manqué à ce que j'aurais dû faire. C'est-à-dire que c'est comme si je l'avais trahi. Et la culpabilité, elle est là, c'est que tu as l'impression de trahir, alors qu'en fait tu fais du bien. Et par rapport à ça, ce fameux gars-là, à qui je m'entendais très bien, je signe l'HDT, il y va, il n'a pas mes visites, et par contre, quelques temps après, il m'appelle, et là tu sais pas ce qu'il me dit, il me dit « Allô Sandrine, je voulais te remercier », il me fait. Je voulais te remercier parce que ma famille n'a rien fait, ils s'en foutent, et toi tu as été là. Waouh! Et ben voilà. Et donc en fait, ce qu'il m'a dit à moi, je le dis aux personnes qui l'ont fait pour moi. Je le dis aux personnes qui l'ont fait pour moi, parce que si j'avais pas été internée, ça aurait été pire. Et voilà, c'est tout. Mais quelque part, on peut pas enfin je dis mais vous, on va plutôt généraliser, mais on peut pas laisser quelqu'un dans cet état-là, parce que toi, tu te sens partir certainement, parce que je sais que
On en discute. Dans ces moments-là, on en discute et tu dois te sentir partir comme moi, je te sens partir. Et on sait toutes les deux que ça va arriver. Enfin, le moment où l'hospitalisation est là va arriver sous peu, Ouais. quelque part. Tu Ah, le mais sais comme moi. attention, ça va dans mon cas à moi. Ça va dans mon cas à moi. Il suffit que pendant 3 jours, je ne dorme pas. Et là, oui, je te fais une phase maniaque au 3e ou 4e jour. Mais par rapport à d'autres personnes, d'autres pathologies, ça peut arriver d'un coup sans prévenir. Mm. D'un coup. Ça dépend des gens, encore une fois. Donc, tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Après, je tiens à dire d'un truc. J'ai été hospitalisée une fois à la demande d'un tiers. Je suis passée devant le juge des détentions et libertés. J'ai dit simplement ce qui m'était arrivé. Et j'ai eu comment dire, qu'une hospite, non pas dans un fermé, pas d'hospitalisation avec un tiers, elle a été déboutée. C'est-à-dire que je suis restée jusque 3 semaines comme ça, en convalescence. Mais en fait, c'est pour dire que parfois des hospitalisations, il faut le dire, parfois des hospitalisations à la demande d'un tiers, elles ne devraient pas se faire. Parfois, il y a des gens qui vous internent. Alors, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, hein, c'est pas 90% des cas. Mais si ça se trouve, il y a toujours 1 ou 2% où l'hospitalisation a été faite alors qu'elle ne devait pas être faite. Voilà. Et moi ça m'est arrivé, j'ai pas été en pavillon fermé, hein. J'étais devant le juge, j'ai dit voilà, j'ai ça. J'étais claire. Et on m'a pas mis en pavillon fermé. Et tu penses qu'elle aurait été quoi ta vie sans cette pathologie? Est-ce que tu l'imagines de temps en temps? Oui, malheureusement, j'aurais peut-être eu un poste. De directrice générale Non, internationale. non, ni dans le commerce, ni tout ça, mais j'aurais eu un truc intellectuel. J'aurais pu lire plus de livres que je comprends tout à fait, mais que avec les médicaments, j'ai du mal à lire. J'aurais pu. En fait, toute cette histoire m'a diminué physiquement. Voilà. Physiquement. Et ta sœur est en train de se diminuer physiquement parce qu'elle perd son casque. Je suis pas très Je te la mets, crédible. je te la mets. Merci beaucoup. J'ai été diminuée physiquement, j'ai raté mes études à Bordeaux. Je me suis quand même lancée avec courage et acharnement dans d'autres travails, dans d'autres formations. J'ai tout ça. Et puis au bout d'un moment, la fatigue est trop forte. La fatigue, le médicament, tout ça est trop fort. Et du coup, bah voilà. Maintenant, c'est AH. Voilà. AH parce que, et en plus, bon, enfin ça c'est autre chose, c'est un autre sujet, mais j'ai des problèmes physiques qui font que c'est compliqué finalement de rentrer dans un travail maintenant. Voilà. Et c'est tout. C'est comme ça. Sinon, il y a le loto. Tu peux gagner au loto. Je ne crois pas, je ne joue pas au jeu d'argent. J'estime qu'on en perd trop en y jouant. C'est tout. Tu veux pas jouer pour Noël, là, 15 millions d'euros? Non. Je vais essayer de les économiser si tu veux. On se fera un bon restaurant dans quelques temps. Un resto à 15 millions d'euros, c'est pas mal. Ouais, mais il va falloir que voilà, mais il faut que j'économise longtemps si tu veux. Hein, ça va être. Ouais, mais t'y vas pas assez, c'est pas 15 millions d'euros le reste. Bon, écoute, on braque une banque, on en a rien à foutre. J'ai vu des infirmiers dégueulasses et inhumains, mais j'en ai aussi croisé d'autres adorables. Comment vit-on dans la peau d'un infirmier psychiatrique? Ça doit être très complexe entre santé et nazisme. Tu disais dans ton carnet, enfin tu parles des infirmiers, à un moment donné tu as rencontré des infirmiers très sympas et d'autres beaucoup moins sympas, ou en tout cas au moment T ils n'étaient pas très sympathiques au premier abord. Ah oui, là, Ce qu'ils sont obligés de faire est quand même assez compliqué. Effectivement, c'est terrible. Hein. Alors, le soin, il est là. Je veux dire, un drogué qui pète tout dans sa chambre, qui est en manque de drogue. Du coup, voilà, il est dans un état pas possible. Il risque de faire du mal aux autres. Il risque, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va lui mettre la camisole. Hein, voilà, la petite seringue arrive, les camisoles. On te le bloque, ils sont plusieurs, et voilà. Bon, ça, à la limite, on arrive à comprendre. C'est terrible, mais on arrive à comprendre parce que parce que déjà, il risque de se faire du mal. Le mec risque de se faire du mal à lui aussi. Il risque, tu vois, il est en manque, il est voilà.
Donc c'est terrible. Le mec, il avait soulevé son lit, alors que c'est métal attaché au sol. Hein. Il avait soulevé son lit, il avait fait la totale. Hein. Et du coup, non, bah, il n'y a pas trop le choix. Voilà. Il faut le camisoler pour qu'il se calme. Et voilà. Et puis, allez hop, on lui fout une petite cure de sommeil pendant 2-3 jours, tu vois. Donc ça, bon, ça tu comprends. Après, je m'en souviens d'un autre qui, lui, avait des mots très déplacés, qui étaient vulgaires et désagréables avec un des patients. Alors, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, le gars, il en a ras-le-bol de faire son travail, il n'en peut plus de voir des gens à moitié médicamentés, à moitié, voilà, ou dans leur délire, ou je sais pas. Alors, est-ce que lui, il n'a pas besoin de changer de boulot? On peut se poser la question. Et après, le nazisme, c'est autre chose. Le nazisme, c'est est-ce qu'ils sont conscients quand même alors, pas forcément les infirmiers à ce moment-là, mais les prescripteurs, les médecins, les psychiatres, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Alors, je vais être claire. Hein. Moi, je fais un parcours de 9 ans avec des antidépresseurs et du tertian et de l'aldol, des choses qui font que je ressemble à une neuneu et que j'ai plus rien dans le citron. Parce qu'en fait, les gens, quand ils ont des médicaments, on dirait qu'ils n'ont rien dans le citron. Ils ont tout dans la tête, mais physiquement, l'aspect est changé et ils ne peuvent pas agir. C'est à cause du traitement. Donc, on les camisole de force à l'intérieur de leur corps, alors qu'ils ne sont pas forcément dangereux. Et ça, c'est une honte. Il devrait y avoir quelque chose qui change par rapport à ça. Et après, il y a donc ça, c'est ça. Et après, regarde, il y a Tu dis que finalement, il y a plus de médicaments que de psychologie là-dedans. Exactement, il n'y a aucune psychologie, Estelle. Aucune. On te voit, t'es comme ça, tu prends ça, tu te fermes ta gueule. On te dit à un moment donné, au bout de quelques années, vous devriez peut-être aller voir un psychologue, ça change quoi? Finalement, l'essentiel dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est de bien se connaître parce que toi, tu te connais bien, tu te connais bien physiquement, tu sais comment tu réagis, tu sais comment tu pars. Et au final, tu sais te rééquilibrer. Alors, pas toujours, puisqu'évidemment, tu vas quand même de temps en temps à l'hôpital psy. Mais quand même, la majeure partie du temps, tu sais te rééquilibrer. Oui, je sais me rééquilibrer parce que le malheur de cette maladie, c'est que pour être bien, il faut toujours s'étudier. Toujours. Il faut toujours étudier le moindre signe. C'est une obligation. Parce que si tu ne t'étudies pas, si tu fais pas attention, c'est là où tu peux partir en live. Après, bon, comment dire, j'ai un truc. Je dis pas que c'est merveilleux, que je suis merveilleuse, mais j'ai un truc. Je me contrains, je m'oblige, je passe mon temps. Voilà, je fais attention. Et quel est le mot? Je me gendarme militairement sur plein de choses pour être au mieux. Voilà. Pour moi, pour mon fils, pour les gens qui m'entourent. Pour moi, hein. Mais oui. Finalement, il faut être beaucoup plus fort que n'importe qui d'autre pour vivre ce que tu vis. En fait, c'est pas, comment dire, je le mettrais pas comme ça. Je dirais que le fait que, tu vois, le fait qu'on rencontre des gens comme ça, qu'on trouve des situations comme ça, il faut surtout pas forcément. Il faut savoir, oui, peut-être une force, mais parce que c'est comme ça. Alors après, je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, il faut apprendre à se défendre. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui ai du mal à être désagréable ou qui cherche toujours le consensus, qui cherche toujours... C'est vrai que dans ces milieux-là, quand j'y suis, je veux dire, tu m'énerves, je t'éclate pas physiquement, mais avec les mots, tu vas plus me faire chier. En fait, je suis quelqu'un d'autre, moi, quand je suis à l'hôpital. Je suis quelqu'un, je me laisse pas faire. Mais après, je m'amuse beaucoup aussi. Mais
Mais tu subis beaucoup la situation parce que tu es dans un milieu comme carcéral, comme je dis, et c'est vrai. Et donc tu es là à devoir supporter des façons de faire, des obligations d'heures, des obligations de plein de choses. T'es en mode survie. Oui, c'est totalement ça, malheureusement, oui. Mm. Bah oui. Et aujourd'hui, tu m'as l'air sereine. D'abord parce que bah, tu te connais bien, justement, tu maîtrises pas mal le côté médicamenteux, tout ça. Tu sais doser, voilà. Même si tu vas quand même quelquefois en hôpital. Mais du coup, tu m'as l'air sereine. Alors, ça t'arrivera certainement d'aller à l'hôpital, sans doute. Mais tu as l'air sereine avec ça. Euh, Non, tu ne l'es pas. des fois oui, des fois non. J'ai peur malheureusement, vu la... En fait, il y a un truc qui me fait... Je suis sereine, oui, bon, je me connais, effectivement, tu as raison. Et bon, j'ai peur de rien, j'ai vécu des trucs là-bas. Je veux dire, voilà. Je veux dire, malheureusement, mais ça, c'est ma seconde vie. Voilà, j'en parle jamais. Et merci à toi parce que ça me fait plaisir, parce que quelqu'un s'en occupe, c'est gentil. C'est vraiment, enfin, c'est vrai, ça me fait du bien de me dire qu'il y a quelqu'un qui voit enfin ce que j'ai vécu ou qui voit enfin, tu vois. Enfin, bref. Mais je sais plus ce que je veux dire. Je Euh, te demandais si tu étais oui, sereine avec oui. ça. En fait, il y a des fois, je me dis, attention, fais attention encore plus à toi. Lâche rien parce que la prochaine fois, ils sont capables de te les mettre dans la gueule, les 2 derniers médicaments. Tu vois? Et c'est comme si je me battais. Ça me fait peur que des gens décident que je sois ou non légumisée. Tu vois? Ça, et jusqu'au bout, je ne les laisserai pas faire. Et si jamais un jour ça arrive, bah, je sais quoi faire, hein. Tu prends la courge et tu leur pètes la gueule. En premier, et puis après je m'en irai différemment. Mais t'inquiète pas, pour l'instant, je suis pas suicidaire, je l'ai jamais été, hein. Et ce rire légendaire. Oui, un rire à désosser les bananes. Un rire à désosser les bananes, moi j'aime bien cette expression. Ce qui est difficile en fait dans ce passage à l'hôpital, c'est aussi la sortie. Et ça, c'est important de te réadapter à la vie normale, tu disais tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, voilà, oui, je te disais ça. En fait, tu as sous-entendu qu'il fallait du courage pour le système D, pour tout ce qu'on vivait, en bien, en mal et saugrenu. Et moi, je te disais, le courage, en fait, tu l'as par la force des choses, c'est-à-dire que tu ne le cherches pas. Quand tu es confronté à quelque chose, c'est là que sort le courage. Mais, pour répondre à ta question, en fait, le courage n'est pas tant qu'on vous fasse à manger, qu'on vous dise de sortir à telle heure pour prendre une clope, qu'on vous ferme les portes ou qu'on vous ceci ou qu'on vous cela. Le courage, c'est pas ça. Le courage, c'est revenir à la réalité. Parce que dans le courage, il faut revenir malgré le regard des gens. S'il y a marqué CHP sur votre front, personne ne le voit, mais vous l'avez tenace et vous croyez que tout le monde le voit. Et en fait, il faut repartir, il faut se faire à manger soi-même, il faut reprendre ses médicaments soi-même, il faut être dans une rectitude. Il faut vraiment penser à faire au mieux pour soi, pour ne pas retourner là-bas. Le problème, le courage, il est double, surtout quand on revient à la réalité et que là, on est tout seul, il n'y a personne autour pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir faire front avec la maladie, avec la réalité, avec les gens autour, avec le passé, avec les anciennes folies ou pas, et les contenus de son enfance ou de... Voilà. Donc, C'est un peu ambivalent ce que tu dis en fait, parce que finalement, tu parles souvent de prison, enfin tu as un peu cette comparaison HP, prison, milieu carcéral, etc. Mais finalement, c'est une prison protectrice aussi quelque part par ah rapport ouais, à ce que tu dis. alors justement, en fait, ok, c'est un milieu carcéral. C'est exactement ça. Avec des codes, des obligations, des machins. C'est ça. Mais je crois que le pire,
c'est la prison, c'est sa propre tête. Parce qu'en fait, quand tu reviens chez toi, ce qui était carcéral avant était sécurisant d'une certaine façon, puisque ça te remet les pieds sur terre. Et donc cette prison est bienfaitrice, puisque tu en as besoin, parce que tu es allé au-delà de tout ce que tu pouvais faire. Du coup, hop, t'es embarqué. Elle est bienfaitrice, bien que par certains aspects insécurisante, mais elle est bienfaitrice. Et quand on se retrouve en dehors, seul chez soi, c'est là où il faut redoubler d'efforts et de force, parce qu'il n'y a plus que soi qui puissions nous sauver de nous-mêmes, de nous-mêmes. Donc, on sort de là, on est en meilleur état, mais il faut tout faire pour pas retourner là-bas. Et qui est le meilleur des médecins? C'est soi-même. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui rentrerait à l'hôpital pour la première fois, qui aurait un souci, qui serait effrayé par ce qu'il voit forcément la première fois? Toi, tu te souviens de ta première fois, c'était assez effrayant. Ça dépend où, parce que j'ai connu 2 types d'hospitalisation. Il y en a une, c'était un asile, il y en a une autre, c'était une hospitalisation. Donc, en général, on rentre dans une hospitalisation. Je dirais à cette personne-là qu'il ne sert à rien de crier, de s'énerver. Il y a une vingtaine de jours en pavillon fermé, où on obéit, plus ou moins. Il y a genre quelques semaines en ouvert. Et je dirais à ces personnes-là, même malgré toute la solitude qu'elles peuvent ressentir, ou tout le désœuvrement, ou la peur, ou la haine, ou l'abandon qu'elles peuvent... je lui dirais simplement, patiente. Mm. Voilà, patiente, et tout va revenir à la normale, patiente. Et rigole. Et rigole. Surtout rigole. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui connaîtrait pas du tout ni ce milieu, ni ce type de maladie, ni personne qui soit dans son entourage et qui soit victime, entre guillemets, de ce genre de maladie, qui te rencontrerait et qui aurait peut-être un préjugé? Qu'est-ce que tu lui dis à cette personne? Qu'est-ce que je lui dis? Pose des questions, écoute. Et puis, les préjugés sont lourds, la société n'aime pas les fous, on lui rend bien. Et puis, mais en attendant, je lui dirais, écoute, si tu veux vraiment savoir la vérité, pose-moi des questions et je t'apprendrai. Tu veux rien savoir, écoute, je suis désolée pour toi, c'est toi qui es plus pauvre que moi. Finalement, ce podcast, il va servir à quelque chose alors. Je ne sais pas. Il va peut-être servir à quelque chose. En attendant, c'est incroyable pour moi de faire ça. C'est une forme de reconnaissance, ma pépette. Mais en tout Oui, cas, parce qu'il faut savoir qu'elle m'appelle Pépette, tout le monde le voilà, sait oui, c'est maintenant. ma pépette. Mais en attendant, peut-être qu'il va aider, oui, à faire connaître certaines choses, oui. Les aléas, les problèmes de stock, les problèmes médicaux, les problèmes de, de, de médecine généraliste à l'intérieur des CHP. Il va aider à faire connaître, voilà. Et puis peut-être qu'il va créer des vocations, et ça, ce serait bien. Plus de médecins, plus d'infirmiers, plus de lits dans les hôpitaux. Chose qu'en fait, ça serait pas mal, parce que ça éviterait à des Romains d'Iruy d'aller décapiter 2 infirmières il n'y a pas longtemps. Tu parles que du contour, là, tu parles pas du préjugé. Attends, c'est-à-dire du contour? Oui, tu parles que du contour médical, mais tu parles pas de la personne que je t'ai proposé de rencontrer tout à l'heure. Ah oui, le préjugé. Alors, le préjugé, c'est terrible, parce que il y a des gens, ils te disent t'es fou, point. T'es fou. Mais derrière la folie, ils ne savent pas qu'il y a un problème de sérotonine. Ils ne savent pas qu'il y a des problèmes qui sont avant tout des problèmes de neurosciences. Et ces problèmes de neurosciences, ce sont des incapacités que l'on a après des chocs ou pas, hein, et qui sont traités par des médicaments. Si avant tout, avant de traiter quelqu'un de fou, on voyait une personne qui est traitée pour une maladie, ce serait bien. Voilà. Et puis derrière les personnes qu'on nomme folles, il y a aussi une humanité, des gens qui ont beaucoup à apporter, et des gens qui ne sont pas forcément complètement teubés ou anémiés par le médicament. Et ce sont des gens qui ont des choses à raconter. Je pense que avoir une folie passagère, c'est pas être dénué d'intelligence, ou c'est pas être dénué d'un passé, d'action, de choses comme ça. Et peut-être que tout être a le droit
d'être visible. Hein. Voilà. c'est tout. D'être humain, quoi, tout simplement. Oui, oui, oui. Bah oui. Ce qui fait tenir dans toutes ces hospitalisations, ce sont les visites. Ma sœur, Gabrielle Elios, Foued, Camilla, merci à vous 4 à jamais. Vous avez été les passerelles vers la vie normale. Ceux qui m'ont guidée, m'ont aidé à trouver un sens à ma vie, me permettent de me souvenir du chemin pour dégager et reprendre ma vie, sans curatelle, sans tutelle, sans qu'on m'enlève mon fils. Vous avez été les personnes à qui je me suis raccrochée, fidèle, pas toujours, mais présente, aimante, dans le devoir de ne pas me laisser, d'affronter la dureté de ma condition, et de ne pas avoir peur de m'affronter, même quand j'étais pour la société ravalée à l'état d'animal. Je vous aimerai toujours. Merci d'avoir cru en moi, alors que personne n'y croyait.